Bienvenue à tous. Merci d'être là aussi nombreux. Dans ce talk, je vais vous parler du server-side rendering avec Angular 2. On va voir en fait un aperçu comment Angular 2 gère ce côté server-side rendering, comment ça marche sur un serveur. Je m'appelle Wassim Chegam, je suis développeur advocate chez Sphere sur Paris. Je suis aussi contributeur à pas mal de projets open source, notamment Angular Universal, dont je vais vous présenter là, mais également Polymer, Webpack et puis quelques-uns comme ça. Je fais partie aussi du programme Google Developer Expert en web technologie. Et je suis en tant que Manikineko sur Internet, GitHub ou Twitter, si vous voulez follow. Alors, pourquoi devons-nous s'intéresser en fait au server-side rendering? Pourquoi nous avons envie de faire du rendu côté serveur? Eh bien, la première raison, la plus connue, je pense que vous la connaissez tous, c'est qu'on voudrait que nos applications SPA et RIA soient indexables par les moteurs de recherche. Qui a déjà essayé de faire d'ajouter du SEO pour une application AngularJS, on va dire? Vous pouvez lever la main. Une personne, ok. Les autres, je pense que c'était compliqué à implémenter. Effectivement, c'est l'une des raisons pourquoi on a introduit Angular Universal. Donc, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Donc, SEO, voilà, on veut que notre application qui est en prod, qui tourne bien, etc., on veut qu'elle soit indexable par les moteurs de recherche, évidemment pour avoir plus de visibilité et donc plus de clients. Une autre raison qu'on retrouve aussi, plus du côté réseaux sociaux, c'est quand vous partagez en fait, quand on partage un lien sur un réseau social, sur Twitter ou n'importe, on a en fait une petite capture d'écran qui est créée par le serveur, en gros de la page qu'il a réussi à parser. Bien évidemment, si vous copiez une URL d'une application qui n'a pas de support server-side, du rendu côté serveur, je veux dire, vous allez avoir une page blanche, ce qui n'est pas grave en soi, mais bon, on peut faire mieux quand même. Ceci dit, l'une des raisons qui tient beaucoup à cœur, en fait, pour moi je trouve qui est la plus importante, qui concerne en fait l'expérience utilisateur, ce qu'on appelle, dans le jargon, les web app gaps, ou autrement, comment optimiser le temps de chargement d'une application SPA, d'une application codée en JavaScript. Alors ça peut être n'importe quel framework. Bon, là, je vais vous parler d'Angular 2, mais c'est vrai pour tous les autres frameworks. Alors déjà, expliquons ce que c'est ce concept de web gap. Et pour cela, en fait, je vais juste revenir sur comment fonctionne quand vous tapez une URL dans une adresse barre. Qu'est-ce qui se passe derrière? Je pense que la plupart, vous savez tous comment ça marche, mais je vais quand même faire un petit rappel. Donc, généralement, quand vous tapez votre URL, par exemple, ma super application ria.com, le serveur reçoit cette URL-là, en fait, et du coup, il vous envoie la page HTML avec donc, le framework JS et l'application JS. Il envoie ça au client, et donc, le client reçoit l'info, il essaie de parser déjà toutes les images qu'il y avait dans l'HTML, tous les CSS, il bloque sur les JS, etc. Ça, on connaît tous. Et puis, une fois qu'il a reçu le JS, l'appli Bootstrap, et évidemment, vous allez peut-être avoir besoin de récupérer des infos côté serveur, enfin, d'un serveur REST. Vous fetch, vous resolve, etc. Et à la fin, on a donc l'appli qui a fini et qui du coup se dessine à l'écran. Et pendant tout ce temps-là, qui en moyenne, on va dire, dure entre 3 et 7 secondes, donc ça c'est des mesures qu'on a fait nous sur Universal, c'est pas du tout scientifique, hein. Ça peut être même beaucoup plus lent pour des applications assez complexes, des applications JS assez complexes. Pendant ce temps-là, en fait, l'utilisateur il voit rien à l'écran. Il a une page vide, ou à la limite un petit loader qui tourne, veuillez patienter. Ça, généralement, c'est ce qu'on fait toujours, voilà, pour faire patienter l'utilisateur. Et ça, nous, on n'en veut plus, en fait. Je disais l'autre fois, la vie est trop courte pour rester devant un petit loader à attendre que ça charge. Je vous ai fait d'ailleurs une petite vidéo d'un célèbre site que vous connaissez probablement. Là, je me suis amusé l'autre jour. En fait, j'étais sur le site, j'ai fait un refresh. Donc, c'est comme si j'avais saisi l'URL. Pendant ce temps-là, j'ai une page vide. Bon, elle est grise, hein, mais bon. Et là, je suis sur un téléphone en Wi-Fi en plus. Et pendant ce temps-là,
il fallait que j'attende, donc j'attends, etc. Donc là, en plus, le problème qui vient de là, c'est pas le temps de chargement, c'est surtout le temps de parsing, etc. du template, enfin, de tout l'HTML côté client qui se fait sur un téléphone qui n'est pas assez puissant. Alors, ok, maintenant on voit ce que c'est le Web Gap. Comment ça a été résolu par les autres frameworks? Parce que c'est un problème qu'on a rencontré il y a des années, depuis l'apparition des RIA, etc. Et généralement, ce que la plupart des frameworks front et d'autres outils aussi qu'on met en place, ce qu'on fait en fait, c'est quand on demande l'URL, au lieu d'envoyer l'HTML, l'index HTML avec le JS, etc., en fait, on vous envoie un pré-rendu en fait, côté serveur, qui est fait côté serveur de la première page, de la page qui a été demandée. On envoie ça au client, donc le browser en fait fait le même process, il télécharge tous les assets, etc. Mais au moins pendant ce temps-là, l'utilisateur voit quelque chose à l'écran. Il voit des images, il voit du texte, il voit, on va dire, l'info qu'il est venu peut-être chercher aussi, et potentiellement des formulaires et tout ça. Donc ça, c'est ce que fait par exemple Ember ou React, par exemple, mais aussi d'autres outils comme Render aussi qu'on peut coupler à AngularJS, que j'ai pas mis sur les slides parce qu'AngularJS ne supporte pas de manière native en fait ce server-side rendering. Et donc la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on est capable de faire ça avec Angular 2. Comment ça marche? Comment Angular 2 est capable en fait de gérer ça? Donc oui, je suis là pour vous parler d'Angular Universal, qui est le module en fait officiel qui ajoute ce support à n'importe quelle application Angular 2, donc le support de server-side rendering. Mais si Angular Universal est capable de fonctionner ainsi, en fait, c'est parce que la façon dont Angular 2 a été fait, a été designé, est super intéressante en fait. Qu'est-ce qui se passe quand vous développez votre application Angular 2, donc vous mettez vos classes ES6, etc., TypeScript, vos annotations, voilà, vous rajoutez des métadonnées en fait à tout votre code, et donc tout ça derrière, c'est parsé, c'est compilé par le compilateur d'Angular 2 qui se trouve, on va dire, dans la couche, on va dire, application là. Et puis tout ça s'est transformé en un AST, et puis derrière, en fait, tout ça s'est passé vers le render view en fait. Et cette couche de rendu, de rendering, exploite en fait différents renderers par rapport à la plateforme sur laquelle elle tourne. Ce que je veux dire par là, c'est que par défaut, Angular, je veux dire Angular 2 en fait, est livré avec un renderer de DOM, donc un DOM renderer, parce que dans 99% des cas, en fait, on fait des applications qui tournent sur un navigateur. Et puis, on va retrouver d'autres renderers en fait. Donc, on peut switcher les renderers comme ça. Typiquement, on a un renderer qui est capable, qui permet à Angular de tourner dans un contexte web worker. Web worker, en fait, qui ne contient pas de DOM, comme vous le savez. Donc, typiquement là, ça permet juste de sérialiser en fait l'HTML et puis l'envoyer au thread principal. Et bien en fait, nous sur Universal, c'est ce qu'on a fait à peu près. On va dire, on a codé notre propre DOM de renderer en fait, qui étend un peu le DOM, qui s'appelle Node DOM renderer, il me semble, et qui est donc livré avec Angular Universal. Mais ça, c'est fait de manière transparente pour vous en fait. Et nous derrière, en fait, ce qu'on fait, on exploite évidemment l'injection de dépendance pour switcher en fait le renderer en fonction du contexte. Jusqu'à là, ça va en fait. Angular 2 a juste rattrapé le retard qu'il a eu avec Meteor, Ember, etc. Par contre, ces frameworks-là, en fait, ne gèrent pas ce qu'on appelle le state, en fait, l'état. Qu'est-ce qui se passe quand le client ou l'utilisateur reçoit la page en attendant, donc il reçoit une page pré-générée côté serveur avec un formulaire par exemple. Il se met à taper sa recherche. Et pendant ce temps-là, donc là on parle vraiment de 2 secondes, 3 secondes maximum en fait, pendant ce temps-là, donc l'appli Meteor ou je sais pas quoi démarre, enfin Bootstrap, en fait elle doit bootstrapper le nouveau state. Donc elle écrase tout ce que l'utilisateur a saisi. Et bien pour Universal en fait, on apporte une solution. Lorsque on envoie en fait la page pré-générée côté serveur avec Angular 2, avec Angular Universal, on injecte en fait on injecte un petit script dans l'HTML qui fait quelques kilos, qui s'appelle Preboot.js, donc qui a été développé par Jeff, et qui permet en fait d'enregistrer tous les événements qui se passent dans votre page. Donc je vous rassure, la liste des événements préconfigurables, est configurable. Donc vous pouvez choisir quel type d'événement vous voulez, etc. Et puis, une fois qu'Angular a fini de bootstrapper, démarrer, etc., et demande en fait
il y a un mécanisme qui se passe entre Preboot.js et Angular 2 qui permet à Angular 2 de bootstrapper dans une div cachée, etc. Puis en fait, Preboot rejoue tous les événements pour resynchroniser le state. Voilà. Pour vous, tout ça, c'est transparent. Là, on voit comment ça marche, etc. Mais quand l'appli démarre, en fait, elle récupère le state qu'il y avait avant. Et Preboot, d'ailleurs, en fait, il ne dépend pas d'Angular, donc c'est un projet open source à part qu'on pourrait éventuellement utiliser avec n'importe quel autre framework. Donc pendant ça, là, voilà, l'utilisateur est là, quelque chose à l'écran, il peut interagir avec. Alors il y a forcément des cas limites, c'est-à-dire que si l'utilisateur commence à changer de vue, etc., avant que l'appli démarre, là on va peut-être le bloquer, on va peut-être lui afficher le fameux loader ou une solution temporaire. Pour l'instant, au moins il va pouvoir voir l'information qu'il est venu chercher. Donc ça, moi je trouve ça super cool. Ok, on a rattrapé notre retard, par contre, on a apporté quelque chose de nouveau, c'est-à-dire le Preboot.js, la synchronisation des states. Donc ça c'est ma façon de dire waouh. Alors, je pense que je vais passer rapidement le code, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, pour le code, en fait, on vous propose une certaine architecture pour respecter ce pattern-là, c'est-à-dire qu'on va avoir l'application de base Angular que vous avez codée, normalement, vous n'allez pas y toucher, en fait. La partie vraiment métier applicatif. Par contre, toute la partie bootstrapping avait peut-être un peu adapté, parce qu'il va falloir bootstrapper le côté client, mais aussi le côté serveur. Bien évidemment, l'exemple que je vous montre derrière, ça marche avec Node.js. On parlera après des autres technos, parce qu'il n'y a pas que Node.js en fait. Donc je vais passer rapidement le code, je partagerai les slides tout à l'heure, mais là voilà, vous avez votre composant, et puis derrière, ce composant il est bootstrappé par le module browser, qui ressemble à c'est un module Angular 2, à la simple différence en fait que là on va importer Universal Module qu'on va injecter ici. Et en fait lui, Universal Module override en fait certains modules Angular pour qu'il puisse tourner côté serveur. Donc ici, ce n'est pas le cas parce qu'on est côté client. Par contre, côté serveur, en fait, on va réécrire des choses, comme par exemple, le HTTP côté serveur, bah, XHR n'existe pas côté serveur. Donc côté Node, en fait, on utilise request. Donc en fait, nous, on a codé ça. Après, on va avoir le client qui bootstrap, donc là, qui bootstrap réellement en fait l'application côté browser. Et bien côté côté serveur, l'exemple qu'on a derrière, c'est du Express.js. Donc, en fait, on va bootstrapper l'application côté Express. Donc, remplacer ce code-là par votre framework JS favori, Koa, API, etc. Et puis, en fait, on a écrit aussi des pré-renderers pour API.js, pour Koa.js, pour l'instant. L'HTML, lui, ne change pas, en fait, c'est le même. Il y a une petite chose très intéressante, en fait, à garder en tête, c'est qu'il ne faut jamais modifier le DOM directement dans vos applications Angular. C'est-à-dire éviter d'aller faire window.querySelector, window.document, etc., ou aller window.localStorage, j'en sais rien. Nous, en fait, on a quand même moqué, on va dire, travaillé pas mal, beaucoup d'API window, mais il y aura des cas qui ne vont pas passer. Le plus simple, en fait, si vous voulez interagir avec le DOM, passez par les renderers d'Angular. Ça, c'est une des bonnes pratiques Angular que je vous recommande vivement de respecter. Passez par le renderer qui vous est fourni pour manipuler le CSS, manipuler le DOM de manière générale. Donc voilà, rapidement pour l'écosystème en fait qui est fourni qui est autour d'Angular Universal. Donc en fait il y a un starter. Donc Patrick a fait un starter qui marche qu'avec Node pour l'instant. C'est un starter de Node. Donc vous le téléchargez, vous avez une application en fait universelle compatible. Voilà, vous pouvez l'utiliser pour démarrer. On aura aussi bientôt en fait un add-on pour le CLI d'Angular. Donc qui connaît l'existence du CLI d'Angular 2? Ok. Angular 2 en fait vient déjà en fait avec un CLI dédié qui permet de gérer tout le cycle de vie d'une application Angular 2. Et en fait du coup bientôt, voilà, coming soon, on aura en fait un add-on qui va vous permettre de générer une application compatible Universal. En ce qui concerne les autres technos, en fait, donc il y a des issues ouverts sur GitHub. Je vous ai mis les screenshots derrière avec les numéros des issues là-haut. Donc pour Java, on est en discussion avec un Pivotal pour l'instant qui voudrait donc ajouter le support en fait universal avec Java 8 et Nashorn. Mais bon, pour l'instant c'est encore ouvert si vous voulez participer. PHP, pareil, en fait on teste des solutions. Donc la communauté teste des solutions. Go également. Il me semble qu'on n'a pas encore Python et Ruby, mais je vous invite à aller ouvrir des issues et en discuter avec l'équipe. Bonne nouvelle pour ceux qui font du .NET, en fait, il y a déjà .NET fonctionne avec Universal, donc Microsoft, à travers Steve,
Donc en fait, il y a déjà un adapteur qui fonctionne avec .NET Core et puis Angular Universal. Voilà. Et puis récemment, il y a qui utilise Bootstrap, Twitter Bootstrap. Là, normalement, tout le monde. Hein. Et NG Bootstrap, donc la version Angular de Bootstrap. Voilà. Donc en fait, Powell, qui est donc l'un des, qui fait partie de la core team de NG Bootstrap, a rajouté récemment en fait le support universel pour Bootstrap, c'est-à-dire que les widgets, etc., peuvent être compilés côté serveur et être pré-rendus côté serveur. Et puis Materialize viendra bientôt également. Voilà, donc c'était Angular Universal. On aimerait vraiment votre contribution si vous avez du temps et de l'envie aussi. Donc le petit logo là en fait c'est un lien, cliquez dessus, vous enverra sur la liste des issues. N'hésitez pas en fait à tester le projet, sur du Node pour l'instant, ou si vous avez des idées pour l'intégrer sur du Java, voire même d'autres technologies hein, que j'ai pas listées, et n'importe quelle autre contribution. Voilà, moi c'était Wassim, et puis merci à vous. Est-ce qu'on a le temps pour des questions ou pas du tout? Pas du tout, ok. Si, 4 minutes? Ok, pardon, 4 minutes de questions. Pas de questions. Vous avez tout compris. Très bien. Qui a envie d'essayer le projet du coup? Qui va aller ce soir télécharger le projet puis aller lister les bugs qu'il y a? Il y avait peut-être une question là-bas? Oui? Ouais. Et du coup, vous prévoyez une possibilité de mettre ça en prod d'ici combien de temps? En prod, c'est-à-dire? C'est-à-dire utiliser cette librairie-là sur une appli Angular 2 en production? J'ai envie de dire, pour l'instant on n'a pas de date, j'ai envie de dire bientôt, en fait là tu peux l'utiliser directement. Mais encore une fois, en fait, ça va dépendre de ta techno. Pour l'instant, en fait, elle marche très bien sur Node.js et .NET. Par contre, si tu fais du Java, pour l'instant, on n'a pas vraiment de solution prête, en fait. Par contre, si tu as une intégration avec Node.js, Express, on va dire, tous les exemples qui existent, tout le code qui existe est fait, déjà, ça marche bien avec ça. Il y a une question ici. Est-ce qu'il y a des sites qui sont en prod actuellement que tu connais, peut-être chez Google, qui l'utilisent Alors, je vais peut-être pas te dire de bêtises, pas chez Google encore, mais il me semble que Patrick, en fait, avait accompagné une boîte, je crois que c'est The Weather Channel aux États-Unis, ils ont du Drupal, donc du PHP. Ils ont dû faire un truc en fait avec Universal, mais pour l'instant, en fait, on n'a pas eu de retour. C'est en cours, en fait, sur juste une partie en fait de l'application. C'est pas encore open source, en fait. Ils n'ont pas open sourcé leurs travaux. Avant que j'oublie, en fait, il y aura la keynote ici après, donc vous pouvez rester dans la salle. Bon, de toute façon, si vous avez d'autres questions ce soir ou demain, n'hésitez pas à m'envoyer ça sur Twitter. Et puis, ouais, une question là-bas. Et puis j'essaierai de, soit moi, soit quelqu'un de l'équipe, en fait, de répondre aux questions. Bonjour. J'aurais voulu savoir s'il y a eu déjà des benches au niveau consommation de ressources, au niveau serveur. Non, je suis en train de travailler dessus. Je suis en train de travailler dessus. Et je tweeterai peut-être les résultats. Ouais, merci. Mais ça sera encore une fois sur du Node.js. Hein. Bon, bah merci à vous.